Sport, culture, votre magazine info avec Guillaume Delbouc sur 48 FM. Chers auditeurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 18h, bienvenue dans cette dernière édition, et oui déjà, du magazine de l'information. Au programme ce soir, de la politique, Chloé viendra faire avec nous le dernier point de la semaine sur la saga du décret paysage qui sème la discorde au gouvernement. Nous découvrirons aussi les 2 derniers portraits politiques de la semaine avec Julien. En sport, c'est Arnaud qui vous informe ce soir. Les jeux sont faits en Ligue des Champions, mais ce n'est pas encore le cas des autres ligues européennes. Plus de détails après le journal. Comme d'habitude, on terminera par la culture, d'une part avec nos chroniqueuses insolites qui ont un nouveau sujet étonnant à aborder avec nous, et d'autre part les capsules Un jour une expo et pop culture. Enfin, Quentin tentera de nous faire rire une ultime fois pour ce Studio Bus. Mais d'abord, le journal qui vous est présenté par Benjamin Simonis. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Aujourd'hui, le roi était en visite à Liège toute la journée. Cassandra Cray et Adrien Huberti se sont rendus sur place. Ensuite, nous parlerons du monde du travail qui n'est pas toujours juste avec les étudiants. Nous aborderons le sujet épineux des essais non rémunérés avec Marine Liégeois. Pour finir, nous reviendrons sur les pluies diluviennes ayant eu lieu à Dubaï. Nous tenterons de comprendre les causes de cette catastrophe avec l'aide de Xavier Fetouès, météorologue. Le roi Philippe et le grand-duc du Luxembourg sont passés dans notre université aujourd'hui. Cassandra et Adrien sont allés prendre la température parmi les curieux. Le roi des Belges était en visite à Liège ce jeudi aux côtés du grand-duc de Luxembourg. Cette venue officielle était pourtant une surprise pour beaucoup de Liégeois et d'étudiants. Pour la plupart d'entre eux, croiser le roi ne représentait finalement qu'une curiosité. Je suis arrivée, j'ai vu plein de gens qui se sont rassemblés, on m'a fait « Il y a le roi, il y a le roi !» J'ai fait « Oh bah on va rester pour le roi alors !» C'était pour l'expérience, on n'a pas retiré grand chose, mais c'était marrant. J'attendais pas à ce qu'il fasse un discours ici dans l'allée, mais chouette de le croiser. Plus tard dans la journée, c'est sur la place Saint-Lambert que plusieurs centaines de Liégeois se sont rassemblés et ont accueilli le roi Philippe. Nous y avons rencontré Sylvie, étudiante en histoire, qui, elle, considère cette visite comme une occasion à ne pas manquer. Avoir une royauté, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est intéressant de voir ça une fois dans sa vie, il vient pas souvent à Liège, donc c'est vraiment une belle occasion. Même s'il a attiré la foule, notre souverain n'a pas vraiment fait sensation. Une apparition sobre, officielle, en définitive rien qui ne sorte de l'ordinaire. Rappelons que cette visite était surtout une visite de courtoisie pour célébrer l'amitié entre la Belgique et le Grand-Duché. Qui n'a jamais eu de job étudiant ? Véritable passage obligé dans la vie estudiantine, avoir un travail à temps partiel peut s'avérer être une expérience positive pour les jeunes, mais certains d'entre eux font malheureusement parfois face à de mauvaises surprises, Marine. Oui, Benjamin, erreur de jeunesse ou mauvaise foi de l'employeur, plusieurs étudiants se retrouvent dans des situations délicates. Un cas concret revient ponctuellement, celui d'essais non rémunérés. Un étudiant liégeois en a d'ailleurs fait les frais à ses dépens cette semaine. Sollicité pour réaliser un essai à la plonge d'un restaurant de la région, il n'a finalement jamais touché son dû. Quand je l'ai eu au téléphone, le monsieur m'a dit que je faisais un essai. Il m'a dit tu viens essayer le job pour voir si ça te plaît. Et puis je lui ai bien demandé si c'était bien rémunéré, parce que je lui ai dit que les rémunérés, je ne les faisais pas, parce que je sais que sinon ça commence mal. Et il m'a bien répondu que oui, les essais étaient payés et que tout était déclaré. Il a dit 40 fois sur le thème que tout était déclaré chez eux. Je suis arrivé sur place, on m'a mis à la plonge. Tout de suite après, j'ai demandé comment ça se passait pour signer un contrat ou quoi. Et le responsable m'a dit que les contrats arrivaient lundi, qu'ils ne les avaient pas encore. Vu que je serais déjà dans l'Oreca, je savais que c'était possible. Donc j'ai fait 6h30 de plonge, sans qu'il me propose à boire ni à manger. Et puis à la fin, le responsable a bien insisté comme quoi les contrats arrivaient le lundi. Si je souhaitais continuer, il fallait lui envoyer un message. Je l'ai prévenu par message comme quoi je ne savais plus continuer parce que j'ai été pris à autre part. Et plus de réponse par message, malgré 4 messages envoyés. Plus de réponse quand c'était mon numéro qui appelait. Impossible de les joindre. Ni son numéro privé, impossible. Après, j'ai pris le téléphone d'un ami qui s'est sonné et tout de suite, ça a répondu. Le responsable m'a clairement dit qu'il ne me paierait jamais. Alors, qu'en est-il concrètement dans les faits ? Les employeurs sont-ils in fine tenus de rémunérer leurs essais ? Fabienne Kieffer, professeure du droit du travail à l'Université de Liège. Tous les contrats d'étudiants doivent être établis par écrit. Il y a une série de mentions qui sont obligatoires. Ce contrat
commence par ce qu'on appelle un essai de 3 jours. La loi prévoit que les 3 premiers jours sont considérés comme une période d'essai. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Un essai, c'est payant, c'est rémunéré. L'essai est la première partie du contrat de travail de l'étudiant, mais c'est une période simplement qui permet de se quitter sans préavis, etc. Pour se prémunir de toute mésaventure, il vaut donc mieux prendre ses précautions. Le conseil qu'on peut donner à l'étudiant qui est invité à effectuer une prestation dans un restaurant ou un café, c'est de demander l'écrit avant de commencer. Il faut savoir que les étudiants sont plus forts qu'avant parce que c'est difficile de trouver du personnel dans les restaurants et les cafés. Et donc, il faut oser le demander. Il faut oser demander l'écrit pour se protéger. Et c'est avec ça qu'on a l'assurance qu'on est bien dans le cadre d'un contrat et pas dans un test préalable à l'embauche. Si l'employeur veut faire un test préalable à l'embauche, ça c'est envisageable et ce n'est pas rémunéré. Si c'est une prestation d'une soirée, c'est un contrat de travail et il faut le constater par écrit. Et l'étudiant victime de ces déboires compte bien ne pas en rester là. Il a déposé une plainte à l'inspection du travail et aurait déjà récolté d'autres témoignages via les réseaux sociaux. À l'international maintenant, en 24 heures, il est tombé à Dubaï l'équivalent de 2 années de précipitations. Plusieurs facteurs sont possibles pour expliquer le phénomène. L'augmentation de la température de l'eau de la mer Rouge qui accélère son évaporation, la pollution de l'air à Dubaï ou encore le réchauffement climatique. Si tous ces éléments sont à prendre en compte, un dernier facteur semble être à l'origine de ces pluies, l'ensemencement des nuages, une technique qui vise à provoquer des précipitations, comme nous l'explique Xavier Fetouès, météorologue. Si on veut précipiter des nuages qui passent au-dessus d'un pays sans qu'ils précipitent, un des moyens, c'est d'aller mettre de l'argent, des poussières d'argent avec des avions. On monte au-dessus du nuage, on déverse des poussières d'argent dans les nuages qui favorisent la condensation des nuages qui vont alors précipiter. Et c'est quelque chose qu'ils font habituellement à Dubaï. Et qu'ils ont probablement fait ici aussi, ce qui pourrait expliquer que ces pluies qui étaient déjà extrêmes au niveau météorologique ont été amplifiées ici. C'est pas la première fois que ça arrive, il y a déjà eu ça l'année passée et l'année avant, donc c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus dans cette région-là, qui est une nouvelle région bâtie avec aucun égout et au système pour évacuer les eaux, donc clairement ça fait défaut, quoi. Alors que un tel événement aurait lieu dans d'autres villes, on aurait beaucoup moins de dégâts. Ils ont exactement la même configuration météorologique qu'on a eu pendant l'inondation de juillet 21, c'est-à-dire une goutte froide au-dessus du pays. Et cette goutte froide peut rester encore 2-3 jours. Alors cette goutte froide va progressivement se combler, donc se réchauffer. Quand ce sera le cas, d'ici 1 ou 2 jours, ça devrait être fini. Mais ça veut dire que tant que cette goutte froide est là, comme on avait eu chez nous en juillet 21, ça peut générer alors des gros orages et des grosses précipitations. Il est 18h08 et c'est déjà la fin de ce journal. Merci Benjamin. Place à notre revue politique maintenant et surtout à la suite des rebondissements autour du décret paysage. Le feuilleton continue, Chloé. Et feuilleton, c'est un euphémisme, Guillaume. On peut presque parler d'une série à ce stade. D'ailleurs, puisqu'on parle de série, une fois n'est pas coutume, démarrons cette chronique politique avec une question philosophique et absolument essentielle. Est-ce que certains de vous en plateau ont déjà allumé leur télé pour regarder les anges de la télé-réalité ? Pas volontairement, mais oui. Eh bien, ça tombe bien, parce que s'intéresser à l'actualité politique belge ces dernières 48 heures, c'est un peu comme regarder des candidats de télécrochet à scandale se prendre le bec. Parce que oui, depuis le fameux vote de la réforme du décret paysage dont je vous ai parlé hier, j'espère que vous vous en souvenez, les présidents de partis francophones se relaient dans les médias comme dans un confessionnal. Ça rouspète, ça râle, ça se lance des petites piques. Mais l'une des raisons principales du pourquoi nous aimons tant regarder les anges, c'est surtout pour les déboires sentimentaux totalement rocambolesques que l'on peut retrouver à l'écran. Et commenter depuis son canapé avec son petit paquet de chips. Les relations entre le duo PS Écolo, le PTB et le MR, c'est un bon triangle amoureux comme on les aime. Avec les politiciens belges, plus besoin de Nabila, Julien Tanti ou Maëva Guénam. Le jeu des problèmes, c'est tous les jours en direct des médias mainstream. Hier, côté mouvement réformateur, on parlait de couteau dans le dos planté par les alliés initiaux. Trahison, disgrâce. Le président du parti, Georges-Louis Boucher, attise encore la flamme et parle d'une coalition de l'échec. Il qualifie le PS et Écolo d'extrêmement fragile, extrêmement instable. Cette relation toxique avec ses alliés d'antan, le MR n'en veut plus. D'accord, il traitera des affaires courantes sur la table, mais rien d'autre. Côté PS et écolo, on gère visiblement mieux les liaisons dangereuses. Aussi bien le socialiste Paul Magnette que l'écologiste Jean-Marc Nollet souhaitent garder leur relation avec le MR à flot et, je cite, « continuer à travailler ».
sans pour autant tomber dans la désillusion face à leur partenaire particulier. Magnette l'a dit, les ministres et maires ne peuvent pas rester dans un gouvernement, être payés et ne rien faire. C'est donc acté, la love story peut continuer, à condition que chacun y mette du sien. Une chose est sûre, le Parlement est sous tension, et si Georges-Louis Boucher affirme que le PS et Écolo ont débranché le gouvernement, de notre côté, on restera bien branché pour suivre cette saga du décret. Merci Chloé. Et pour en revenir à notre souverain, dans l'édito d'Adrien, il y avait du beau monde. Hier soir, au Palais Royal de Bruxelles, le roi recevait les 27 chefs d'État de l'Union européenne. En effet, Guillaume, le roi Philippe a reçu mercredi les membres du Conseil européen pour s'entretenir avec eux au sujet du futur de l'Europe. On peut lire dans la presse qu'il a confié sa fierté d'être européen, qu'il a insisté sur l'importance de l'unité des 27. Finalement, beaucoup de paroles pour très peu d'informations, mais surtout d'actes utiles à la population. Il semble qu'il s'agirait davantage d'une visite pour la forme que d'une réunion véritablement cruciale pour l'avenir de l'UE. Rappelons que les pouvoirs du 7e roi des Belges sont assez limités. S'il est chef des armées, il ne peut rien décider sans l'aval du ministre de la Défense. Il promulgue les lois, mais son désaccord éventuel peut être contourné en le faisant passer en impossibilité de régner. Cela a d'ailleurs déjà été le cas en 1990, quand le roi Baudouin refusait de signer une loi favorable à l'avortement. Citons également le fait que chacune de ces actions publiques doit recevoir l'accord du gouvernement. On parle alors de contre-seing. Le roi représente notre pays à l'international en recevant des chefs d'État et en voyageant aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, cependant, son importance questionne de plus en plus. Il est resté pour nos aînés une figure cruciale de notre pays, mais les jeunes générations se montrent bien plus indifférentes. Pour avoir parlé à plusieurs adolescents et étudiants présents lors de son bain de foule liégeois cet après-midi, la plupart étaient là par simple curiosité. Merci Adrien. Aujourd'hui, les portraits politiques se penchent sur 2 personnages bien différents. Le très connu et au cœur de l'actualité Pierre-Yves Jehollet et le petit nouveau défi Freddy de Barcy. Bonjour Julien. Bonjour, oui, ici on connaît bien Pierre-Yves Jehollet, mais on oublie parfois qu'il a été à notre place il y a quelques années. Et oui, il a commencé sa carrière comme journaliste dans la presse et la radio locale. Il a alors eu l'occasion d'interroger des politiques, dont Didier Reynders, qui lui propose de rejoindre son équipe pour les élections de 95. Celui qui se dit voter libéral depuis toujours passe le pas, et voilà sa carrière politique lancée, jusqu'à aujourd'hui briguer un siège à la Chambre. Mais le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a-t-il encore quelques secrets pour les électeurs ? En le rencontrant, on comprend chez Pierre-Yves Jehollet une certaine droiture, une rigueur. La figure du MR, tête de liste à Liège pour les fédérales, tente pourtant de détendre cette image stricte et sévère qu'il a construite à force d'attaques contre ses adversaires politiques et un programme en rupture avec la gauche majoritaire en Wallonie. Alors pour se détendre, il a autorisé la sortie d'un livre, Pierre-Yves Jehollet, tout naturellement. Un recueil de témoignages de son entourage dans lequel se dessine un homme qui, je cite l'ancien bourgmestre de Herve, sait faire la fête et même drôlement bien. Du côté de Défi, la tête de liste est bien moins connue. Et oui, le président des Amarantes, François de Smet, soutient coûte que coûte son candidat liégeois, Freddy de Barcy. Un inconnu, ancien commissaire de police, pour tirer un parti au-delà des 3% récoltés en 2019. Un citoyen moyen, dit-il, censé représenter le parti de la nuance, mais qui n'a pourtant pas la langue dans sa poche. Ne me demandez pas de me brider quand j'ai quelque chose à dire, nous a-t-il confié. Un caractère toujours excusé par son patron. C'est la première fois que le retraité de 67 ans se présente sur une liste, mais il avait déjà auparavant tenté de se lancer en politique. Avant de rejoindre les Amarantes, Freddy de Barcy voulait fonder son propre parti, le Parti universel, avec l'ambition, je cite, de s'occuper de tout le monde, les nantis comme les ouvriers. Il va alors jusqu'à écrire un programme d'une 60aine de pages. Avant de tout abandonner, il juge le projet insurmontable. Il préfère alors Défi, un parti qui correspond à ses valeurs, un parti de bon sens, selon lui. Merci Julien. Je rappelle que les portraits sont déjà disponibles sur le site du Studio Bus. Je vous invite à aller les lire. Place au sport à présent au travers d'un parcours de vie, celui de Martin Perrin, ancien volleyeur professionnel. Il a connu une fin de carrière prématurée. La raison, 2 incidents survenus en plein match. Il se confie au micro de Dorine Donati et Enes Dridelli. Jeune volleyeur prometteur et décisif, voilà comment qualifier Martin Perrin. On peut dire que ce sport coule dans ses veines. Toutes les composantes sont réunies pour un début de trajectoire rêvé. Mais voilà que 2 arrêts cardiaques sonnent le glas de sa carrière. Il raconte. Mon premier arrêt cardiaque, ça s'est passé à Alost.
Et ouais, ça arrivait comme ça, sans aucune raison. On n'a jamais trouvé de cause. Je me suis toujours senti bien. J'ai eu aucun problème pendant le match ou quoi que ce soit qui pourrait dire que peut-être que c'est à cause de ça. Et le deuxième, même chose. Après le premier, j'ai pu recommencer. On m'a implanté un défibrillateur et j'ai pu recommencer à jouer au volleyball. Mais le deuxième, c'est passé ici à Warem. À Warem, c'était devant ma famille, devant mes amis. Ouais, les supporters de Warem. Et Warem, je connais un peu tout le monde parce que c'est ma ville. Avec Mazei, qu'on jouait là, qu'on aurait mon championnat. Ça allait être une belle fête du volleyball, je pense. Et malheureusement, à la fin du troisième set, alors qu'on gagnait facilement, j'ai refait un arrêt cardiaque alors que je me sentais bien, tout allait bien. Un récit très touchant que vous pourrez retrouver dans son intégralité sur la page Facebook du Studio Bus. En football, hier soir avait lieu le choc Manchester City-Real Madrid en match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, Arnaud. Oui Guillaume, alors que le match aller avait donné lieu à un festival de buts, hier soir c'était plutôt une partie d'échecs qui s'est déroulée sous les yeux des supporters de l'Etihad Stadium. C'est d'abord le Real qui a ouvert le bal avec un but de Rodrigo à la 12e minute. La réponse de Manchester se fera à la 72e avec un coup d'éclat 100% belge. Un Jérémy Doku en pleine forme qui dynamite son flanc et envoie le ballon devant les cages madrilènes. Le ballon finit dans les pieds de Kevin De Bruyne qui n'en demande pas plus et égalise. Avec ce but, notre rouquin préféré est devenu le joueur le plus décisif face au Real Madrid en Ligue des Champions. Mais le score ne bougera plus jusqu'à la fin et la qualification pour les demi-finales sera décidée par une séance de tir au but. Une séance finalement remportée par le Real Madrid. Et alors ce soir, place à l'Europa League. Le club de Bruges peut peut-être se qualifier pour sa première demi-finale de Coupe d'Europe en 32 ans. Le FC Bruges affronte le PAOK Salonique. Les Zwartenblau peuvent écrire l'histoire 32 ans après la dernière demi-finale d'un club belge en Coupe d'Europe. Le PAOK Salonique doit remonter au score après sa défaite dans le quart de finale aller, 1-0 en faveur de Bruges, qui fort de cette dernière victoire doit se méfier. Le club n'a plus gagné à l'extérieur depuis 3 déplacements et devra se montrer solide lors du match. Pour réaliser l'exploit, les Brugeois doivent survivre à l'ambiance de feu du stade de Toumba, le fief du PAOK. Ces supporters connus mondialement pour être les plus fanatiques d'Europe. Ils mèneront la vie dure au FC Bruges et peuvent faire la différence en tant que 12e homme de l'équipe grecque. Coup d'envoi du match à 21h. Le rallye de Croatie, 4e manche du championnat du monde des rallyes, donc le WRC, se déroule ce week-end. Et c'est le pilote belge Thierry Neuville chez Hyundai qui occupe la tête du championnat. Le pilote veut accentuer son avance, mais aussi briller en mémoire de son ancien équipier irlandais décédé dans un accident lors d'essais privés en Croatie en avril 2023. Cette année, le parcours s'annonce difficile, la météo également. Une partie des routes était encore recouverte de neige durant les reconnaissances des pilotes et de nouveaux tronçons très techniques ont été ajoutés. Merci Arnaud pour toutes ces informations. Place à la culture maintenant. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Ce mardi, tu nous parlais d'intelligence artificielle. Hier, tu nous parlais de jeux vidéo et de ChatGPT. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que tu comptais aborder le résultat du mélange entre ces deux univers. Sucé, une petite révolution qui fait se poser des tas de questions. Ce petit jeu sorti cette année vous propose d'endosser le rôle d'un vampire. Le principe est simple, vous devrez convaincre les différents habitants du village de vous laisser entrer chez eux afin de pouvoir les dévorer en toute tranquillité. Ce sont 32 habitants et tout autant de personnalités différentes que vous devrez séduire, tout en essayant d'échapper aux forces de l'ordre. Ça me fait penser à l'histoire d'une série très connue. Et où intervient l'intelligence artificielle dans tout ça? C'est ça qui est génial, car c'est avec votre micro que vous allez devoir convaincre. Et c'est une intelligence artificielle qui va interpréter et juger votre réponse en direct. Le jeu est en interaction constante avec la dernière version de ChatGPT et vous proposera des réponses entièrement personnalisées. Mais ce dont tu me parles, c'est une véritable révolution. En effet, mais cette révolution a un coût. Ce que vous achetez en réalité, ce sont 40 à 50 heures d'utilisation de ChatGPT. Cette durée limitée, elle se justifie par le fait qu'il n'est pour l'instant pas possible d'assumer soi-même la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner l'IA. Mais ça n'est qu'une question de temps. Merci Thomas. Et on accueille à présent notre duo de chroniqueuses insolites. Vous les connaissez bien, Mathilde et Garance. Bonsoir les filles. Coucou. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du bidet. Vous abandonnez donc votre délire sur les pieds ?
Eh bien, écoute Guillaume, pas vraiment, puisqu'il existe un lien, certes ténu, entre pied et bidet, puisque pour une partie du commun des mortels, le bidet est une baignoire pour pieds. J'ajouterais même, personnellement, que, étant enfant, j'associais le bidet à une baignoire pour bébé. Cela dit, ces multiples contresens qui peuvent relever d'une naïveté infantile perdurent à l'âge adulte. Tout le monde s'est déjà retrouvé penaud face à un bidet. Cette rencontre, parfois fortuite, permet au moins de faire cette expérience très philosophique de l'étonnement. Face au bidet, on se retrouve comme Socrate, conscient de notre ignorance. Parce que oui, ce petit robinet à hauteur de nain reste obscur pour une partie de la population pour qui le bidet n'existe pas. Pourtant, moi, française, je devrais la première savoir que cet objet, puisqu'il s'agit d'une invention bien de chez moi du XVIIIe siècle. Donc, petit mot d'être du bidet, imaginez un vrai meuble en bois ou en porcelaine à l'origine, moulé selon la forme du bassin qui se chevauche. Et là, 2 écoles possibles suivant le besoin, l'école dorsale et l'école frontale que l'histoire a effacées. Or, pour penser le bidet, on se réfugie trop facilement du côté du rectum, alors qu'il est beaucoup plus intéressant à penser frontalement, c'est-à-dire du côté du sexe, la mémoire puritaine ayant mis sous cloche son utilisation originelle, la propreté de l'entrejambe après la chair. Parce que, et rappelons-le, le XVIIIe siècle, c'est le siècle du libertinage. Le bidet, c'est une affaire de chambre à coucher, mais aussi de maison close. Et ce qui est intéressant, Guillaume, dans cette histoire, c'est que ce truc de bordel, c'est en fait un objet tout à fait démocratique, que l'on retrouve même chez les aristos. Il se part alors d'ornements tout genre, de dorures et de blasons, jusqu'à devenir rococo. Et là, pardon Guillaume, mais j'insiste, ce truc fondamentalement trivial, cet objet de l'intimité la plus profonde, où l'on se retrouve de soi à soi, devient avec les riches quasi un objet de décoration. Et c'est ça, Guillaume, qui est formidable, cette étonnante, quasi touchante superficialité des nantis qui consiste à rendre beau un objet qui n'a pas vocation à s'exhiber. Chez les nobles, on aurait honte de se laver l'entrecuisse avec un bidet moche. C'est vraiment touchant. Et donc, on y revient, le classisme s'opère jusque dans l'intimité. Pourtant, progressivement, le bidet s'est épuré jusqu'à devenir d'un blanc triste, d'hôpital, plan-plan. Il a perdu son caractère baroque et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que nous, Français, nous l'avons abandonné. Pourtant, pour la moitié de la population mondiale, le bidet a tout son sens et n'a plus rien à prouver. En Italie, en Espagne, au Maroc, jusqu'en Amérique latine et surtout au Japon, où ils ont quand même le bidet du futur. Le bidet est une véritable institution, un passage obligatoire, ce qui nous ramène à notre point de départ, le bidet est un truc d'initié. Bah oui, parce que pour le comprendre, il faut le vivre, oser chevaucher l'engin, à dada sur mon bidet, dit la chanson. Quel dommage de se priver de cette expérience purement empirique, cette découverte fondamentale pour des questions d'ordre culturel, d'ignorance, voire de puritanisme. Merci les filles, mais moi j'ai pas honte de le dire, les bidets j'adore ça, j'en utiliserai jour et nuit. Bon, avant notre page humour... Sans transition. Avant notre page humour, Salomé nous emmène découvrir une nouvelle exposition, c'est l'expo Fighting, on écoute ça tout de suite. 2024 est une année électorale, l'occasion de faire entendre nos voix et défendre nos valeurs. Dans ce contexte particulier, le festival Porte-Voix propose des expositions alliant éducation et divertissement, informatif et artistique, humour et déconstruction. Fighting For aborde les thématiques de la résistance, de la lutte et de l'engagement d'un point de vue décomplexé et montre les freins et les blocages mais aussi les leviers que peuvent avoir ces luttes. Ici, des objets du quotidien sont détournés de leur fonction première pour devenir de réels objets de résistance. Donc on a ici une première partie, on rentre en fait dans un cube où on a une projection et on est comme si on était dans un cerveau. On est bombardé de plein d'informations, de plein d'images, des images qui peuvent être choquantes. Ce sont des images en fait qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, à la TV, dans la rue, quand on se promène, etc. Cette exposition s'adresse aux visiteurs de tout âge et propose une revisite du jeu de loi dans la peau d'un militant. Le joueur se heurte à différents obstacles, mais aussi à de nombreux alliés, une expérience immersive et ludique.
L'exposition Fighting For est gratuite et disponible à la Cité Miroir jusqu'au 9 juin. Elle sera ensuite en itinérance dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Comme vous avez pu le suivre et comme expliqué dans ce journal, les monarques étaient en visite aujourd'hui dans la cité ardente. Quentin, toi, tu racontes leur journée, mais à ta sauce. Alors Guillaume, scène un peu bizarre à la sortie du palais. Mathilde part d'un côté, Philippe de l'autre. On sent déjà une légère tension. On se croirait dans les anges de la télé-réalité, mais c'est plutôt le palais des cœurs brisés. Alors au moins, ils sont finalement sortis du palais. Avec 45 minutes de retard, certes, mais ils ont fait acte de présence. On me chuchote dans l'oreillette que le roi avait une petite gueule de bois ce matin. En même temps, on le comprend puisque notre roi et le duc du Luxembourg fêtent leur anniversaire depuis 3 jours. Si on rajoute à ça le dîner de ce midi, paraît que les deux étaient un peu patraques. Le duc du Luxembourg, justement, parlons-en. On sait pas trop pourquoi il est là. Il s'est vite fait trouver un lien de parenté avec Philippe, histoire de pouvoir venir picoler dans le carré, le filou. On le comprend, il ne doit pas y avoir des masses de bars dans sa contrée luxembourgeoise. Il y a certainement plus de bars à Liège qu'il n'y a d'habitants au Luxembourg. Bref, on comprend bien pourquoi Mathilde était un peu fâchée. Du coup, les hommes ensemble et les femmes de leur côté. Le duc du Luxembourg a pris le parti de Philippe, la duchesse de Mathilde. On a bien compris le programme de la visite, c'est le cliché. Shopping pour les dames et beuverie pour les hommes. Pour au final avoir un bain de foule plutôt délicat. Ça, on l'a vu. Mais bon, on va pas se plaindre. D'habitude, on ne les voit que 2 fois par an. Ici, c'est une situation exceptionnelle. On a de la chance. Enfin, rappelons que Philippe est déjà le 7e roi des Belges. 7. Comme sa tension artérielle. Et voilà, et cette dernière chronique était encore une fois évidemment à prendre au second degré. C'est déjà la fin de ce magazine de l'info. C'est avec une grande tristesse qu'on vous dit au revoir pour cette fabuleuse semaine du Studio Bus. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du Studio Bus en général. Et restez avec nous pour le journal télévisé à 18h30 et on espère vous avoir au rendez-vous l'année prochaine pour nos successeurs. Merci à tous. Bonne soirée. Info, sport, culture. Votre magazine info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Nora. Bonsoir Franny, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'ASBL La Lumière propose désormais de l'escalade pour les personnes aveugles et malvoyantes, une nouvelle forme d'accompagnement pour le handicap visuel. On rencontrera ensuite des stagiaires bénévoles en soins animaliers dans les refuges pour animaux. L'occasion de découvrir leur rôle pour la SRPA de Liège. Alors vous avez déjà sûrement vu passer ces histoires sur les réseaux sociaux. Nous avons en plateau Philippe Boxot, professeur de médecine légale mais aussi directeur de l'Institut de médecine légale de Liège. On discutera avec lui de son métier qu'il doit allier avec sa médiatisation qui ne fait que grandir. Et retrouvez notre portrait sport et notre capsule insolite du jour en fin de journal. De l'escalade pour les personnes malvoyantes, c'est le nouveau projet de l'ASBL La Lumière, Franny. Oui, l'association propose un soutien personnalisé aux personnes aveugles et malvoyantes à travers ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique. Un pas de plus vers l'autonomie, un reportage de Lara Wilka et Clément Gillot. L'ASBL La Lumière permet aux malvoyants la pratique souvent difficile d'activités sportives. Avec l'escalade thérapeutique, il prône le développement du schéma corporel, l'autonomie et un dépassement de soi. Jawad n'en est pas à sa première séance, mais l'escalade reste pour lui un défi. C'est difficile dans le sens où c'est très physique. Avant de commencer, je ne savais pas que ça allait être aussi physique que ça. Et il faut savoir aussi, en tant que malvoyant, on a les autres sens qui sont beaucoup décuplés, comme le toucher, l'ouïe, et donc voilà. Et ça nous aide beaucoup. Si cette activité peut sembler inhabituelle, les bénéficiaires sont toutefois bien encadrés. Différents systèmes sont mis en place par les ergothérapeutes afin de les guider sur les voies. On a différents systèmes en fonction de la vue de la personne. Soit on fait un apprentissage juste oral où la personne retient, elle a la capacité de se souvenir de la voix. Soit on utilise donc la maquette 3D pour qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent des repères mentaux, qu'ils construisent une image mentale
de la salle et de la voie. Et on a également des planches en bois et on reproduit la voie dessus, que la personne peut ensuite travailler pendant la séance quand elle ne grimpe pas et qu'elle n'assure pas. Et au niveau du guidage, donc, on a plusieurs systèmes audio, c'est différents systèmes de micro plus oreillettes, et ça permet de garder un contact avec la personne et de donner des indications sur la main, le pied, où est-ce que tout doit aller se placer. Grâce à cet accompagnement, les personnes malvoyantes peuvent profiter des joies de l'escalade. Ça nous permet de nous évader, faire du sport comme tout le monde. Et donc voilà quoi. Et avec l'arrivée des beaux jours, les bénéficiaires pourront s'essayer à la grimpe en falaise. Alors, votre 48 avait peut-être du retard ce matin. C'est à cause de lui, notre roi Philippe ajustait sa cravate car il recevait le grand-duc Henri du Luxembourg sur notre beau campus du 20 août pour une conférence sous la surveillance attentive de leur garde. Ils étaient accueillis par Willy Demeyer qui avait pris le temps de bien s'habiller pour l'occasion, mais aussi notre rectrice Anne-Sophie Nissen et la commissaire d'arrondissement Catherine Delcourt, avec qui il a eu le temps de relire son discours. On a essayé de se faufiler à l'intérieur, mais l'événement était très sélect. Nous n'avons pas pu aller plus loin. Mais rassurez-vous, il était bien présent sur la place Saint-Lambert cet après-midi. Et aussi, les fans de Place Royale étaient aussi bien présents. Dans les refuges pour animaux, les bénévoles sont une aide indispensable. Entre la prise en charge des abandons et les soins pour nos compagnons à quatre pattes, il y a beaucoup à faire, Nora. Et oui, Frani, à la SRPA, tout le monde s'affaire au bien-être des animaux. Les équipes se composent de bénévoles, mais aussi d'étudiants stagiaires en soins animaliers qui viennent proposer leur aide. Clément Gillot et Antoine Ramet se sont rendus au refuge SRPA de Liège à la rencontre de ces stagiaires en soins animaliers. Ici, à la SRPA de Liège, c'est entre 250 et 300 animaux qui sont hébergés. Un vaste travail réparti entre employés, bénévoles, mais aussi stagiaires. Maud est en formation de soins animaliers et effectue son stage à la SRPA. C'est le bien-être animal au quotidien et de travailler en équipe aussi. Et puis, mine de rien, on passe beaucoup de temps quand même avec les animaux, donc c'est ça que je recherchais. Et on devait faire un stage de 250 heures. Et c'est vrai que la SRPA, c'est un chouette endroit. Lucie est aussi stagiaire. Elle nous explique en quoi consiste le travail. C'est énormément de nettoyage et de désinfection parce que c'est super important, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui tournent, etc. Donc chaque matin on arrive, on enlève les chats de leur loge, on les met dans une petite loge en bas et donc on vide tout, on nettoie, etc. Puis on remonte les chats et on fait ça dans toutes les quarantaines. Lucie tient aussi à rappeler que le métier ne se résume pas à des caresses. Oui, on est au milieu des chats et tout, mais on est occupé toute la journée, on n'a pas tout le temps de leur faire des papouilles, etc. Donc voilà, faut pas se faire des idées non plus. Pour Fabrice Renard, inspecteur principal de la SRPA, la présence des stagiaires est primordiale afin d'assurer l'avenir du milieu. Il y en a qui sont par exemple conseillers animaliers, qui suivent des études qui ont pour but justement d'aider les animaux. Il y a des assistants vétérinaires qui viennent ici. Donc pour nous c'est fort important de recevoir les stagiaires et de leur faire découvrir leur futur monde du travail entre guillemets et tout ce qu'ils peuvent apporter à la société. La SRPA de Liège fonctionne essentiellement à l'aide de bénévoles. Si vous avez quelques heures à consacrer, il est aussi possible de promener les chiens du refuge. Et le docteur Philippe Boxot est avec nous en plateau. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour vous deux. Vous êtes professeur en médecine légale et directeur de l'Institut de médecine légale à l'ULiège. Vos élèves liégeois se vantent de suivre vos cours et vos anecdotes sont désormais connues de tous. Mais comment est-ce qu'on allie médiatisation et professeur ordinaire au quotidien ? Comme on peut. Objectivement, c'est comme on peut. Moi, j'ai pas encore l'habitude parce que la médiatisation a vraiment commencé au mois de février, tu vois. Et depuis février, il se fait que j'ai pas eu de cours parce que le cours que je devais donner a été transféré l'année suivante. Donc voilà, au premier quadrimestre de l'année prochaine, je vais donner plein de cours. Mais cette année-ci, à ce quadrimestre-ci, j'ai été complètement dépourvu de cours à donner. Donc je sais pas. On va voir. On va voir à la rentrée académique. En parlant de médiatisation, comment vous expliquez cette popularité naissante ? Ça, j'explique pas bien. J'ai constaté en fait que c'était après un de mes passages chez Guillaume Play. J'étais passé une première fois en début 2023, puis une deuxième fois en janvier 2024. En début 2023, ça avait été très cool, très serein. Ouais, il s'était pas passé grand-chose. Mais en 24, je sais pas ce qu'il y a eu, une espèce de coup de tonnerre. Mes bouquins sont partis vers la France à une allure VV', et il s'en est vendu aujourd'hui jusqu'à 100 000 de chacun. Chacun des tomes a été vendu à plus de 100 000 exemplaires, d'une part. Et puis, d'autre part, Guillaume Play m'a présenté au public français. Ça a très très bien marché avec des auditions qui vont jusqu'à peu près 4 millions, quoi. 4 millions de vues. Et c'est à partir de là que ça a démarré. Jusque-là, j'avais la paix. Puis, depuis lors,
ça démarre bien. Et comment vous l'expliquez ça? Vous pensez que c'est peut-être la mort qui fascine aussi la population? Ah oui, ça c'est sûr. Il y a la mort, il y a les histoires. C'est ce que je raconte dans mon premier bouquin qui s'appelle La mort en la parole, c'est l'histoire que je raconte à mes étudiants au cours. C'est les mêmes. Donc eux en plus ils ont les photos. Et s'ils lisent le bouquin avant, ils auront les photos après. De toute façon, c'est pas grave, ils auront les photos. Et avec les photos, ils seront bien malades. Mais avec ce qu'ils lisent dans le livre, au moins, c'est amusant. Et la plupart du temps, les gens reviennent en disant « on ne s'est pas embêté ». Et ce qui m'a fait plaisir, en termes de retour, c'est des psychologues, 2 psychologues qui m'ont écrit en même temps, en me disant « ben voilà, on est fort contents, on soigne des gens qui ont une angoisse de la mort, et nous avons lu ensemble avec nos patients vos livres. Et aujourd'hui, ils rigolent de la mort. » Alors, est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien. On ne fait pas de miracle non plus. Mais clairement, c'était beau, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Et on vous le rappelle, vous êtes liégeois au cas où vous l'auriez oublié. Avez-vous peut-être une anecdote en cité ardente qui pourrait faire écho aux étudiantes que nous sommes? J'en ai plein que je ne peux pas raconter parce que c'est des histoires. Je me suis occupé de la catastrophe de la rue Léopold, de l'attentat qui a eu lieu place Saint-Lambert, des attentats qui ont eu lieu au boulevard de la Souvenir. Tout ça, je ne peux pas les raconter. Pourtant, c'est des grosses histoires liégeoises, mais voilà, c'est non racontable. Ça ne rentre pas dans le cadre de ce que je peux faire. Par contre, c'était des policiers de Liège qui m'avaient appelé en me disant « Écoute, viens vite, on a une personne, on voyait des personnes vivant seules à domicile qui mouraient à domicile. On a un mort, j'arrive. » C'était la foire. Et c'était la foire aussi bien en rue que dans l'appartement du gars d'ailleurs, parce qu'il n'était pas exactement mort. Donc quand j'arrive, on me dit « Bah écoute, il n'est pas exactement mort. » Je dis « C'est quoi pas exactement ?» Donc je regarde, c'est pas mort du tout. Il s'était juste planté la figure parce qu'il avait luxé sa prothèse de hanche, il était tombé par terre. Pour le type, c'était pas un grand problème, mais pour le policier que je voyais affaler là dans le coin, la pièce, qui n'avait pas l'air bien, c'était plus sérieux. Et en fait, comme le type ne répondait pas quand il avait secoué, ils avaient essayé d'attraper son portefeuille qui se trouvait dans sa poche intérieure ici. Le policier a passé sa main entre le sol et le cadavre, il a attrapé le portefeuille, il a voulu sortir le portefeuille, au moment où il l'a sorti, il y a le cadavre qui lui a attrapé le bras. Il a eu la trouille de sa vie, il a gueulé, et puis il est parti quand même 3 petits mois en incapacité de travail, parce qu'il a quand même un petit choc psychique. Ouais, on se doute. Eh bien, écoutez, docteur Boxo, merci d'être venu sur le plateau de la Grand Poste et d'avoir pris du temps pour nous. Et nous partons sur un tout autre registre, Nora. Oui, pas de cadavre, ni de mort, mais bien une explosion immersive en plein cœur de Liège. Oui, c'est presque ça, Franny, mais c'est pourtant bien au sujet d'un défunt, Claude Monet. Vous pouvez désormais découvrir ses œuvres à travers un spectacle numérique à 360 degrés. Éléonore Malmandier et Arnaud Van Krombrugge se sont glissés dans l'univers de l'impressionniste français. Située en plein cœur du quartier d'Outremeuse, la célèbre église Saint-Folien accueille depuis le mois de mars une exposition dédiée au peintre impressionniste Claude Monet. Particularité de cette exposition, elle se veut immersive à l'aide de projections et animations numériques et plonge le visiteur dans l'univers du peintre. Il y a d'abord une première salle où en fait il y a plein de panneaux explicatifs donc sur qui est Monet, quelles sont ses œuvres les plus connues, quelles ont été ses techniques, quelles ont été ses inspirations. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, même pour les enfants. Ils vont en fait découvrir l'univers du peintre. Donc vous allez d'abord avoir une pièce qui est plutôt sur la reconstitution de l'atelier de Giverny et va arriver dans une salle immersive où il se retrouve dans l'une des peintures de Monet, donc l'une des plus connues. Et après, c'est un petit peu le clou du spectacle. Les visiteurs arrivent dans le nef où il y a 250 peintures de Monet qui en fait sont exposées en mapping tout le long des différents murs. Et à la fin, ils peuvent également faire une expérience en réalité virtuelle où les peintures de Monet prennent vie. Et pas besoin de s'y connaître en peinture ou en histoire de l'art, l'accessibilité de l'exposition a conquis un large public. Moi, je ne connais rien du tout sur l'art ni la peinture. Je suis enchantée. Je n'irai jamais voir une exposition de peinture uniquement. Donc ici, on vit et on a l'impression de pouvoir ressentir un peu ce que le peintre a voulu faire passer dans ses peintures, avec ses couleurs. C'était vraiment bien. Forte de son succès, l'exposition est prolongée jusqu'au mois de juin, avec comme objectif pour les organisateurs attirer pas moins de 100 000 visiteurs. Maintenant, place au sport, partons à la rencontre de Julien Despontin, un cavalier qui se prépare pour représenter la Belgique aux Jeux Olympiques. Un portrait réalisé par Adrien Huberti et Julien Beauvois. À 34 ans, Julien Despontin doit tout recommencer. L'ex-champion de Belgique de concours complet a quitté l'Allemagne en 2020, où il a fait ses classes.
Pour moi, l'Allemagne, c'était et c'est toujours l'une des nations phares équestres. Donc, c'est de là où on peut apprendre le mieux quand on se retrouve avec l'écurie qui est à côté de chez toi, avec un champion olympique ou un champion du monde. C'est à Haineux, près de Soumagne, qu'il a reconstruit son écurie avec l'aide de ses proches. Une période de reconstruction qui a été difficile à vivre pour le compétiteur. J'ai eu une passe à vide de 3-4 ans avec le Covid, avec le déménagement. Ça a été très très difficile pour moi. Mais le cavalier ne s'avoue pas vaincu et vise de nouveau les sommets. Depuis 2 ans maintenant, on se bat de nouveau pour pouvoir retourner au haut niveau. J'espère que tout va aller pour le mieux, qu'on sera à Paris d'ici quelques mois. Pour le moment, on est encore, je dirais, 8 en lice. Ils en sélectionnent que 3. Donc ça va être les 3 meilleurs qui vont être pris. Là, on a encore 2 concours, d'autres peut-être encore 3 concours de présélection à faire où il faut se démarquer, il faut être le meilleur. Et arriver là-bas, je pense qu'on peut être compétitif pour un top 6 facile. Julien Despontin ose rêver en grand et pourrait bien rendre la Belgique fière de l'avoir recueilli. Et on retrouve la team Arnaud Décortique et ses capsules insolites. Aujourd'hui, Nathan nous emmène à Paris où un défilé de camélidés était prévu ce samedi. Des chameaux en parade à Paris? Mais c'est quoi encore ce bazar? Un défilé d'une 50aine de camélidés était prévu samedi à partir de la Tour Eiffel. Mais les chameaux, dromadaires, lamas et alpagas ont été privés de rouler leur bosse à cause d'une association de défense des animaux. Cette association explique que les camélidés sont adaptés au désert, aux fortes températures et à la sécheresse, et donc qu'ils n'ont pas leur place à Paris. Ce défilé était organisé dans le cadre de l'année internationale des camélidés, proclamée par l'ONU. De base, elle avait pour but de promouvoir la contribution essentielle de ces héros des déserts et des hauts plateaux. Ils subviennent à des millions de ménages situés dans des territoires hostiles, et ce, dans plus de 90 pays. En 2014, des camélidés avaient déjà défilé dans Paris lors d'une manifestation contre la réforme des rythmes scolaires. Bah ouais, faut quand même avouer que les chameaux sont surchargés à l'école. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis durant toute cette semaine de Studio Bus. Retrouvez l'entièreté de notre contenu sur nos réseaux sociaux. Belle soirée à tous. Belle soirée.